on va commencer. On va commencer notre séquence en vidéo. Donc, je vous présente Laure Charpentier, qui est actuellement dans la Drôme et qui représente l'Institut Mégawatt et Carbone Essence. Est-ce que vous pouvez me dire un petit bonjour pour voir si le son fonctionne correctement? Bonjour à tous, merci de nous accueillir en vidéo. Alors, attendez, on va essayer de monter le son. On règle le son, je parle encore un petit peu. Est-ce que vous nous entendez? C'est mieux? Oui. Ok, donc bonjour Laure. Et Anne-Cécile Pure, donc vous êtes à Besançon, vous êtes facilitatrice chargée de l'animation territoriale de conversation carbone dans le cadre du plan climat du Grand Besançon Métropole. J'ai vu Anne-Cécile se figer, je pense qu'on a perdu la connexion, elle va revenir. C'est bon, on vous voit de nouveau. Alors, ça va? Anne-Cécile, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bonjour? Bonjour. Super. J'étais déconnectée, mais ça y est, je suis revenue. C'est bien. On va parler des conversations carbone. Alors, moi, je suis vraiment très contente qu'on puisse en parler aujourd'hui, parce que c'est un dispositif qui est très innovant et qui n'est pas du tout connu dans notre région Grand Est. Il y a des conversations carbone qui se développent un petit peu partout en France, mais pas chez nous. Alors là, on est vraiment sur le levier du coaching de petits groupes, c'est-à-dire on va essayer de former une minorité active qui va faire évoluer son entourage. C'est une méthode qui peut faire penser au déclic famille à énergie positive. Il y a des points communs, mais il y a aussi pas mal de différences, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas que des défis. C'est une méthode qui a été créée par un ingénieur et par une psychothérapeute, donc qui a mis une expertise pratique et un savoir-faire psychologique. Donc, c'est une méthode qui tient compte des émotions des personnes. Et c'est ça qui fait que cette approche est relativement innovante. Alors, on va consacrer la première partie de notre séquence au témoignage d'Anne-Cécile et de Laure. Mais en préambule, Laure, vous pourriez expérimenter, faire une petite visualisation, faire expérimenter quelque chose. Je vous laisse faire. Oui, merci de nouveau Fabienne de nous accueillir et de nous donner cette possibilité avec la complexité technique en plus de la visio, de vous faire goûter les conversations carbone et puis de parler d'un déploiement sur le territoire du Grand Besançon. Moi, ma proposition, avant d'expliquer la méthode, c'est de vous permettre de goûter, de vivre une expérience. J'ai vu que vous aviez eu un programme passionnant ce matin. Je pense que la densité des apports, un repas que j'espère agréable ce midi. Je me dis en début d'après-midi, on avait envie de vous proposer de vous poser un peu. Donc, je vais vous proposer de vous laisser guider. Ça va durer 3-4 minutes et de vivre cette expérience-là. Ma proposition, c'est que chacun se débarrasse de ce qu'il a sur les genoux, son téléphone, pose ses affaires, soit un peu libre de pouvoir prendre une grande respiration. Voilà, n'ayez rien qui vous encombre. Ça va être une petite pause après le café. Installez-vous confortablement, le plus confortablement possible dans votre chaise.
prendre une grande respiration au travers du masque. Et pour ceux qui aussi en auraient envie, n'hésitez pas, je le fais, je m'autorise à étirer les bras. Ça ne se fait pas en société, mais voilà. On peut aussi, vous verrez que mobiliser le corps, ça rend aussi peut-être plus disponible l'esprit. Voilà. Ok. Mettez-vous à l'aise. Placez-vous dans cette position la plus confortable pour vous. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Je vais lire un texte et je vous propose de laisser votre esprit vagabonder avec cette lecture-là. Je vous propose de rappeler à votre esprit un repas mémorable. Un repas qui reste ancré dans vos souvenirs, un fort souvenir, qu'il soit positif ou négatif. Un repas qui vous a marqué. Rappelez-vous le contexte de ce repas, l'environnement autour de vous. Où êtes-vous? Quel est le décor qui vous entoure? Est-ce un midi, un soir, un autre moment de la journée? Essayez de vous rappeler les différents moments du repas, les différents plats. Quel goût avez-vous gardé en mémoire? Rappelez-vous des circonstances de ce repas. Avec qui êtes-vous? Êtes-vous seul ou avec d'autres personnes? Qui sont-elles? Rappelez-vous l'ambiance. Comment vous sentez-vous? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Pensez à 2 mots qui décrivent ce repas mémorable. 2 mots qui vous viennent à l'évocation de ce souvenir. Et lorsque vous êtes prêt, tranquillement, ouvrez les yeux, reprenez contact avec la pièce, avec ici et maintenant. Et puis si ça vous a bien détendu, n'hésitez pas à profiter de nouveau de vous étirer. Et je vais vous inviter, pour ceux qui le souhaitent, et avec l'aide de Fabienne, j'invite ceux qui le souhaitent à lancer, là dans la salle, leurs 2 mots ou un mot. Et je vais demander à Fabienne de répéter. Qui veut lancer un mot ou ces mots? Allez-y, lancez votre mot et Fabienne répète et ensuite on passe à la personne suivante. Canard. Canard. Canard et anniversaire. Ensuite. Dis plus fort. Ski et rigoliflette. Rigoliflette et ski. Rigoliflette et ski. C'est du patois. D'autres? D'autres mots? Rire et famille. Rire et famille. Famille. Oui. Famille. Encore? Et amis. Enfant et amis. Enfants et amis. Tipeee et Pierre. Tipeee et Pierre. Tipeee.
drôle et fromage. Drôle et fromage. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Vive les mariés. Vive les mariés. On voit le contexte du souvenir. Adieu et père. Adieu et Père. adieu et père. Adieu et père. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. Pourquoi je vous ai proposé cet exercice? Bon, peut-être parce que c'est pas désagréable à cette période de la journée, à ce moment de la journée. Et puis, c'est aussi une manière de vous faire goûter un des aspects des conversations carbone. Dans le sens où il ne me semble pas avoir entendu beaucoup de questions sur les calories dans l'assiette, sur les tonnes de CO2 du contenu, sur lipides, glucides, protides, etc. Ce que vous avez exprimé en regard de l'alimentation, c'est aussi tout ce qu'on embarque quand on aborde ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on arrive et nos habitudes alimentaires et nos pratiques, elles sont issues de qui nous sommes culturellement, nos origines culturelles, nos pratiques familiales, notre rapport au corps, notre histoire, on va dire, dans sa globalité. Et l'idée avec les conversations carbone, ça va être d'accompagner dans le travail sur l'alimentation à aussi laisser de l'espace pour ça. Nos motivations profondes et nos habitudes et nos modes de vie sont très reliés à qui nous sommes, aussi sur ce registre du ressenti, des valeurs, oui, on va dire tout ce qu'on ne met pas sous le chapeau du rationnel habituellement. Et avec les conversations carbone, on va permettre à chacun d'aller explorer ce qu'il a envie dans un cadre sécurisé pendant tout un processus sur lequel je vais donner quelques mots. Voilà. Donc, pour compléter, peut-être planter le décor des conversations carbone, je vais faire un petit partage d'écran de 3 diapos avant de laisser la parole à Anne-Cécile et à l'échange. Parce qu'effectivement, la question de on sait, et voire même on ressent le dérèglement climatique, ne suffit pas pour qu'on puisse changer. Donc, pourquoi est-il si difficile d'adapter nos modes de vie? Que nous faut-il pour engager ce changement? Ce que propose la méthode des conversations carbone, c'est une approche qui aborde cette transition en associant, comme l'a dit Fabienne en introduction, la dimension humaine et la dimension technique. Donc, on va retrouver dans les conversations carbone cette notion tête, cœur, corps. Voilà, comprendre, ressentir et puis passer à l'action sur les premiers gestes. L'idée étant que, en fait, ce rendez-vous que nous fixe la grande histoire autour de la transition de société, puisque maintenant on la pose bien comme ça, pourquoi ça ne pourrait pas devenir une occasion d'aller vers du mieux pour soi, collectivement, et puis pour la planète. Donc les conversations carbone proposent d'aborder le sujet des évolutions de mode de vie par ce biais-là. On aime bien proposer le slogan de les conversations carbone, faire face aux défis climatiques sans devenir dingue et en se faisant plaisir. Donc factuellement, c'est quoi? Factuellement, les modalités, c'est 8 à 10 personnes dans un lieu convivial qui soit à la fois connu, sécurisant, mais un peu hors de notre quotidien. Les médiathèques sont des très bons endroits pour ça. 6 ateliers de 2 heures étalés sur 4 mois. Et au cours de ces 6 ateliers, 4 grands thèmes qui sont en gros les postes, les secteurs d'émissions carbone de notre vie domestique vont être abordés, comme l'énergie à la maison, la mobilité, l'alimentation et l'eau, consommation et déchets, sous tous ces angles justement, avec des modalités de facilitation, et pas d'animation, mais bien d'accompagnement, d'un binôme de facilitateurs qui a été spécifiquement formé à cette méthode et qui, avec un déroulé d'activités passant justement de la compréhension de la problématique à son propre ressenti là-dessus, un travail sur les freins, voilà. Il y a un cadre qui est proposé pour permettre à chacun de cheminer à son rythme
sur ce qui fait du sens pour lui et ce qui va résonner avec ses motivations intrinsèques et ce qui fait du sens pour lui dans la vie. Aujourd'hui, c'est la dernière diapo, c'est juste vous dire que ça commence à essaimer avec 56 facilitateurs à fin 2019. Et puis, comme vous le voyez, une diversité en fait de structures qui proposent les conversations carbone. Ça fait du sens et nous, on le propose en intégration, on va dire, avec un portage par les collectivités locales qui animent ces thématiques énergie-climat sur leur territoire. Et Anne-Cécile le dira, elle expliquera bien précisément pour Grand Besançon. L'idée, c'est que ça infuse aussi auprès des salariés et des entreprises, auprès du tissu associatif et de tous les acteurs partenaires de la question énergie-climat sur votre territoire. Voilà, le logo qui manquait, c'est celui d'Anne-Cécile et du Grand Besançon. Je m'arrête là pour moi et puis je suis disponible pour les questions par la suite. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Anne-Cécile, vous utilisez cet outil-là, les conversations carbone, dans le cadre du plan climat. Alors justement, comment ça s'articule avec le plan climat et comment vous faites pour démultiplier les conversations carbone sur le territoire du Grand Besançon? On entend très, très lointainement, hein, mais je crois que j'ai compris. Bonjour à tous. Alors effectivement, moi je travaille au Grand Besançon Service Environnement à l'animation du plan climat en direction de nos partenaires. Donc pour nous, c'est ce projet des conversations carbone, il s'inscrit dans cette action d'essaimage. Et l'idée qu'on avait, c'était de se dire que vous avez vu plein de petits points en France de points d'ancrage des conversations carbone dans le territoire. Et nous, l'idée qu'on avait, c'était de se dire que si on était nombreux, avec des réseaux différents, on allait pouvoir faire à la fois un travail d'ancrage de fond au cœur des gens, c'est-à-dire pour que profondément les gens puissent avoir abordé le changement de façon pérenne, et en même temps que l'essaimage se fasse de façon large dans le territoire. Et Laure vient de vous dire qu'il y avait 56 facilitateurs qui avaient été formés en France. Sur ces 56, il y en a 18 qui sont sur notre territoire, en fait, au bout d'un peu plus d'un an, qui ont été formés. Et il y en a encore 10 qui devraient être formés l'an prochain. Donc, ça fera une petite trentaine. Et là, sur les 400 personnes qui ont suivi les conversations carbone en France, il y en a plus d'une centaine, il y en a même plus de 110 qui sont sur notre territoire à nous. Alors, ça a été un tout petit peu ralenti à cause du confinement, mais on est en train de redémarrer tout ça. Et puis, l'idée, c'est de partir avec différents réseaux. On avait commencé en se disant qu'on voulait s'inscrire sur 3 ans. Notre action, notre projet qui est cofinancé par l'ADEME et la région à presque 80%. L'idée, c'était de travailler sur 3 ans pour lancer les réseaux et travailler à travers plusieurs grandes thématiques avec des réseaux sur plusieurs sujets. Donc, il y a bien sûr la collectivité, nos collectivités proches, Grand Besançon Métropole, avec la ville, avec le syndicat de traitement des déchets également, mais aussi le réseau associatif et la société civile. On souhaitait travailler avec la santé, avec le milieu éducatif et étudiant et avec le milieu socio-économique, avec le milieu de l'entreprise. Et du coup, on a dès le départ souhaité former un groupe de facilitateurs, et du coup en plusieurs étapes, pour que chacun puisse s'aimer dans des milieux différents, sachant que notre système il fonctionne parce qu'on s'appuie sur le système. Ces conversations carbone existent au départ de l'Angleterre, et donc on a l'expérience de voir qu'à chaque fois qu'un groupe a été animé avec 8 à 10 personnes, on a à peu près 2 personnes qui ont envie elles-mêmes d'être formées et ensuite de pouvoir faciliter à leur tour. Et du coup, on s'est appuyé sur cette dynamique-là en se disant que on aimerait réussir à avoir à peu près à chaque fois 2 personnes qui pourraient être à nouveau formées, etc. Et donc, rapidement, on a pu monter ce réseau, faire le lien effectivement avec notre plan climat, parce que en même temps qu'on a contacté un certain nombre d'acteurs du territoire, c'est des gens avec qui soit on avait déjà travaillé dans notre plan climat, soit on va être amené à travailler. Donc, ça crée des liens plus profonds sur d'autres actions qu'on pourrait conduire sur le territoire. Et l'idée, c'est d'essaimer et que nos réseaux se mélangent. Et c'est ce qui est d'ailleurs en train de se passer, parce que sur des groupes qui sont maintenant animés par un binôme de facilitateurs, on peut avoir un binôme qui vient du même milieu, mais on peut aussi avoir un binôme qui vient de milieux différents. Voilà. Et d'après votre pratique, qu'est-ce que ça produit en termes de changement de comportement individuel, ces conversations carbone?
je peux peut-être répondre, mais Laure, tu compléteras. Je viens d'animer un groupe. Il y avait un groupe chez nous qui a repris après le confinement, donc on avait eu plusieurs mois d'interruption. Et on était à l'avant-dernière séance sur la consommation et les déchets. Et j'ai eu le plaisir d'abord de voir les gens revenir avec un grand niveau de confiance entre eux et puis aussi de les avoir vus progresser pendant tout ce temps d'absence finalement, d'avoir à la fois envie d'être là pour continuer à avancer ensemble, mais aussi d'avoir progressé chacun. Et ce que je trouvais impressionnant, notamment, c'était une dame qui disait, finalement, je pensais pouvoir aller sur la consommation jusqu'à me dire que j'allais acheter du seconde main. Et puis maintenant, des fois, je vais au vide-grenier, par exemple, puis je me dis, ça, finalement, il y a peut-être un an, je l'aurais acheté, mais finalement, je me dis que maintenant, je ne l'achète pas. Et donc, c'est quelque chose qui est, ce que je trouve intéressant, c'est un cheminement qui est très progressif, très tranquille, mais en même temps tout à fait continu et pérenne, qui respecte vraiment la volonté de chacun et son niveau d'avancement possible. Et puis aussi sa famille, parce que pour acheter sur un vide-grenier, on peut peut-être décider seul, mais quand on rénove sa maison, souvent, si on est un ménage, on est plusieurs. Donc voilà, il y a des décisions qui embarquent d'autres membres de la famille, peut-être des amis. Voilà, ça peut être aussi des décisions de voyage qui peuvent être modifiées. Donc c'est vraiment prendre le temps de cheminer et d'avancer tranquillement vers le changement et puis d'essaimer autour de soi. Et ce que je trouve aussi très intéressant dans les gens qui ont terminé vraiment les 6 séances, mais il faut vraiment être allé jusqu'au bout. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est l'apport qu'on a en termes de parole. C'est-à-dire comment on arrive à parler du fait qu'il y a besoin de changer quelque chose dans sa vie. Collectivement, il y a besoin de changer également, mais que finalement, on ne sera pas dans une approche qui va être contraignante, on n'est pas dans un jugement, on est plutôt dans un témoignage, quelque chose d'ouvert et d'une discussion qui est finalement assez tranquille et qui permet du coup d'avancer, que chacun puisse avancer. Et je pense que tant qu'on n'a pas vécu jusqu'à la dernière séance, on n'est encore pas là-dedans. Voilà. Laure, peut-être tu veux compléter. Oui, j'avais souligné ça aussi, c'est-à-dire la façon dont on rayonne autour de soi, le fait d'avoir été soi-même aussi un peu acceptant de ses propres limites, parce qu'il va y avoir des gens très motivés sur les questions de l'alimentation, d'autres sur lesquels c'est un sujet qu'on ne touche pas. Voilà, la pratique du gigot familial du dimanche, c'est quelque chose qui est important pour moi et j'ai le droit de le poser, être entendu à cet endroit-là, ça compte. Il y en a d'autres sur lesquels les questions de mobilité, ils vont y aller facilement. D'autres sur lesquels c'est quelque chose, ils ne sont pas prêts. Le rapport à la voiture, c'est quelque chose sur lequel ils ne sont pas prêts à travailler. Donc, chacun va pouvoir cheminer à son rythme et être accepté, se sentir accepté dans ce rythme-là. Et être accepté, ça va les rendre acceptants. Et on a vu des militants forcenés qui avaient l'impression de s'épuiser et de ne pas pouvoir convaincre, qui voulaient absolument convaincre autour d'eux, devenir facilitateur et finalement ayant plus de satisfaction de pouvoir être maintenant identifié comme personne ressource qu'on vient solliciter pour savoir comment on peut s'y prendre sur tel truc et tel truc et on est sûr de ne pas se prendre une leçon de morale au passage. Donc il y a une transformation à cet endroit-là qui est assez importante. Et puis effectivement la diversité des thématiques. Les études, en France, on a trop peu de recul sur la quantification. Et c'est toujours la problématique, comment quantifier l'effet des changements de pratique. En Angleterre, il y a eu une étude faite sur plusieurs milliers, parce que ça existe depuis 2006 en Angleterre. Et pour ceux qui ont... Enfin, le facteur 4 est un facteur atteignable à long terme. Dans les premières années, on observe une diminution de 1 à 2 tonnes de carbone sur ces pratiques, sur son bilan carbone. Il faut savoir qu'en France, on est sur un bilan moyen français autour de 11 tonnes de CO2 par an par habitant. Voilà. Et il y a peut-être un autre niveau d'effet qui est plutôt le niveau 2, c'est-à-dire ce qui se passe entre les facilitateurs et les nouvelles pratiques d'accompagnement. Mais je ne sais pas si c'est pour après. Merci pour cette première présentation. En fait, je vais demander aux participants s'ils ont des questions à vous poser par rapport à tout ça, des précisions sur le contenu des conversations, la manière dont on peut mettre en place ça sur un territoire. Oui, bonjour. Je voulais savoir dans quel type de public ça s'adressait et comment vous les
Non, pas du tout. Pas du tout. À quel type de public ça s'adresse et comment vous faites venir les personnes dans les ateliers, sachant qu'il y en a 6 et que ce n'est pas forcément évident de mobiliser des personnes sur 6 séances. Anne-Cécile, je pense que… Alors, pour le démarrage, on a vraiment fonctionné sur les participants. Chacun vient à titre individuel. Qui que ce soit vient avec toutes ses casquettes. Il vient aussi bien au titre de, je ne sais pas, père de famille que salarié de telle entreprise et membre de telle association, etc. Donc, on vient avec toutes ces casquettes. On vient avec ce qu'on est, la personne. Et la façon de s'adresser qu'on a aux gens, alors pour nous, c'est un peu particulier parce qu'on a justement cette approche de territoire. On n'a pas beaucoup besoin de faire de la communication parce qu'on a tous ces réseaux et que du coup, ça rayonne. La multiplication des ateliers fait que d'un cycle à un autre, les gens parlent autour d'eux et que les gens s'adressent à nous en disant on a entendu parler de ça et on aimerait bien, on ne peut pas être à telle et telle date, mais on pourrait peut-être à une date future. Et donc là, nous, on a fait une grande liste d'attente. Et là, aujourd'hui, j'ai regardé, on a 56 personnes sur notre liste d'attente qui n'ont pas encore participé à un groupe. Et du coup, là, dans les jours qui viennent, je vais relancer. Là, il y a un cycle qui se relance, qui est co-animé par le Crous. Chez nous, de personnes du Crous. Et là, du coup, on va relancer ces 56 personnes. Et on le fait comme ça de façon régulière dès qu'il y a plusieurs cycles qui se mettent en route. Et du coup, ça marche tout seul. On n'a pas besoin de faire beaucoup de communication. À côté de ça, on est sorti de la ville-centre de Besançon pour aller dans une des communes périphériques avec ma collègue pour essayer de voir ce que ça donnait. Et là, on a dû communiquer un peu plus. Et on est passé par le biais de la commune et on a juste demandé s'ils pouvaient diffuser dans leur réseau associatif, mettre quelques affiches devant la mairie, devant quelques points un peu centraux de la commune. Et ça a fonctionné comme ça. Et on a un atelier qui est aussi plein avec 10 personnes. Donc, on n'a pas beaucoup, comme cette dynamique territoriale ne nécessite pas un énorme travail de communication. En revanche, elle nécessite un gros travail de mobilisation de la communauté des facilitateurs, d'échanges entre nous, d'organisation pour récupérer les dates de chacun et puis de relance pour que l'ensemble… C'est vraiment un fonctionnement systémique en fait sur notre territoire et puis qui est aussi très vivant. C'est-à-dire que voilà, il se trouve que sur nos 18 facilitateurs formés, il y a plusieurs personnes plusieurs femmes qui sont enceintes actuellement, des gens qui ont changé de travail qui ne peuvent pas pour l'instant. Mais comme c'est quelque chose de très vivant, ça se recompose un peu différemment et ça repart. Donc, on va peut-être un petit peu moins vite que le modèle théorique qui était d'essayer de toucher 300 personnes sur 3 ans. Peut-être qu'on ira à peine moins vite, mais en même temps, ça fonctionne quand même vraiment très bien puisque ça vit et ça se renouvelle. Et ça se recompose surtout. Et je pense que c'est différent peut-être sur d'autres territoires. Laure, tu peux peut-être compléter. Oui, mais ce que vous avez initié avec la dynamique territoriale carbone, c'est vraiment, on pense, le modèle le plus puissant. Ailleurs, ça s'est fait avec des communications directes, grand public ou par rapport à des listings de contacts. L'intérêt de ce que Grand Besançon a mené, parce que tu dis que ça se fait tout seul, mais vous avez travaillé pendant longtemps quand même les contacts amont pour mettre en place ce tissu. Comment faire pour qu'un animateur de quartier, un proviseur de lycée, président de section d'une mutuelle, une attachée territoriale GRDF, une membre associative, un agent territorial, pour mettre tous ces réseaux-là, et non seulement les individus, mais aussi en fait soutenus par leur structure, en place, là il y a eu du temps passé. Donc, je pense qu'après, il y a l'effet relais d'information par des canaux de communication qui sont propres à ces structures-là, qui permettent de toucher des gens un petit peu plus loin du sujet. Mais tout le travail amont, vous y avez passé beaucoup de temps. Oui, chez nous, on a aujourd'hui sur les 18 facilitateurs, on en a 8 qui sont issus de notre collectivité ou des collectivités qui sont proches, comme je le disais tout à l'heure, et puis 10 qui sont extérieurs à la collectivité et qui sont, comme vient de le dire Laure, de différents organismes, issus de différents organismes, effectivement, clubs d'entreprise, mutuelles, l'État, une association de quartier, monnaie locale, EDF, Crous. Et puis dans la collectivité, on a aussi des sensibilités et des milieux touchés qui sont différents.
On va avoir le volet santé, on a le volet maîtrise de l'énergie forcément, mais on a aussi vie des quartiers, déchets, économie. Enfin, on a une variété, une vraie variété des profils et du coup aussi forcément des réseaux. Alors, on va prendre une deuxième. Merci pour votre réponse. Hein. On va prendre une deuxième question. Alors, synthétique, s'il vous plaît, parce que je vais répéter. C'est par rapport à l'écologie, dans le plan climat, comment c'est venu en fait cette idée, puisque c'est original. Donc, L'idée d'intégrer les conversations carbone au plan climat. ouais, c'est ça, et comment ça a été reçu par les élus qui ont décidé d'inscrire cette action. Alors, comment vous avez eu l'idée d'intégrer les conversations carbone au plan climat et comment ça a été reçu par les élus? Alors, plusieurs choses. Comme on a eu l'idée, moi je me souviens très bien de la présentation de l'Association nationale des conversations carbone aux Assises européennes de l'énergie à Bordeaux. Il se trouve que j'étais avec ma collègue dans cet atelier qu'on n'avait pas prévu, mais qu'on est aussi retrouvés toutes les deux. Et il y a un appel à manifestation d'intérêt en disant est-ce que vous êtes intéressés pour être formés? On cherche à former des binômes dans différents territoires. Et en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais été moi formée par l'ADEME sur des méthodes d'accompagnement au changement, où il y avait à la fois tout ce travail qui est finalement très intérieur sur les différentes étapes du changement, sur la question de nos besoins, sur l'appui sur quelque chose de pérenne et finalement notre libre arbitre. Et puis, il y avait en même temps, dans cette formation d'accompagnement au changement, vraiment la dynamique territoriale et surtout cette dynamique territoriale et collective pour ne pas s'épuiser dans toute cette dynamique de changement et de transition qui est à la fois urgente, nécessaire et en même temps qui peut être très, très lourde. Et du coup, quand j'ai entendu cet appel, je me souviens que j'ai dit à ma collègue, on y va. Donc, on a levé la main toutes les deux. Puis je dis, mais on va s'épuiser. On ne peut pas y aller qu'à deux, quoi. Nos 4 petites épaules pour 200 000 habitants, on va mourir, quoi. Et donc, à la fin, on est allé les voir en disant, mais nous, on veut bien, mais on veut autrement. On aimerait bien faire différemment. Et du coup, ça c'est de fil en aiguille, c'est parti comme ça. On est allé voir l'ADEME et la région pour présenter le projet en disant, voilà, on aimerait bien le faire, mais le faire tout de suite, en fait, implanter et déployer et s'aimer en même temps. Faire tout d'un coup parce que ça ne semble pas possible de faire autrement, on ne sera pas assez costaud. Et puis, ça semble beaucoup plus riche si on y arrive. Mais c'est sûr que ça demandait beaucoup de travail en amont. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, sur le regard des élus, il se trouve, bon là, on a changé d'élu aux dernières élections, mais juste avant, donc, notre élue référente, elle était à la fois intéressée et puis en même temps en questionnement sur ces dynamiques, sur le fait de lâcher prise avec le fait de convaincre, sur le fait que on avait des petits groupes et est-ce qu'on peut faire confiance à des petits groupes même si on sait bien qu'on essaie d'aller dans une dynamique de changement, mais elle nous a fait confiance sur le fait d'aller rencontrer ses collègues élus et qu'eux-mêmes nous mettre en contact avec d'autres collectifs, organismes, entreprises, associations du territoire. Et c'est comme ça qu'on a commencé les rencontres. Et que du coup, ça s'est maillé à la fois révision de notre plan climat et en même temps montage du projet conversation carbone sur notre territoire. Et puis, en même temps, c'était compliqué d'avancer parce que il y a la confiance, mais il y a quand même le doute. Et finalement, on a en plus été vraiment porté par la dynamique qu'on a conduite avec l'ADEME et la région parce qu'en fait, à un moment, nos financeurs potentiels ont dit, mais alors vous en êtes où? Et notre élu a dit, mais alors on peut y aller? Et du coup, finalement, on a été presque pris à notre propre jeu et les choses se sont lancées comme ça. Et puis maintenant, il se trouve, alors je peux le dire aussi parce que c'est quand même quelque chose qui est assez, qui est amusant, comme l'a dit notre nouvelle élue. Il se trouve que notre nouvelle élue, elle a été formée comme facilitatrice conversation carbone et du coup notre nouvelle élue connaît bien la méthode et la dynamique territoriale qui va avec. Donc je pense qu'elle est tout à fait convaincue de la démarche. Merci beaucoup. Alors une troisième question. Oui, c'est très sur la méthode. Comment vous avez vu une séance? C'est un peu comme la c'est des questions, comment ça se passe? Alors la question porte sur le contenu d'une séance. Qu'est-ce que vous y faites? Comment vous l'animez? Comment ça se passe? Je peux peut-être répondre là-dessus. Vous allez répondre que ça se vit, je pense. Je n'ai pas entendu Fabienne du coup. Ça se vit plutôt, non? Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué d'en parler. Ce que je peux dire, c'est que la méthode, elle est extrêmement structurée, outillée, et elle permet à des facilitateurs qui sont ni spécialistes de la thématique énergie-climat, ni psychologues, de guider en confiance et de créer un espace-temps
avec des activités guidées de différentes natures. Certaines apportent de l'info, certaines permettent à chacun d'un peu introspecter ses motivations et de pouvoir mettre à jour ce qui compte pour lui. D'autres activités permettent aussi d'expérimenter et de préparer le passage à l'action. Il y a un panachage, ce qui fait que les 2 heures en général sont trop courtes. On les tient parce que ça fait partie du cadre de confiance, donc on ne déborde pas des 2 heures. Mais le sentiment est que, déjà, donc c'est à la fois rythmé en termes de renouvellement d'activité et c'est à la fois des espaces qu'on n'a pas l'habitude de proposer avec, par exemple, classer ce qui compte pour soi dans son logement. Voilà. Et on va pas parler on peut parler du confort thermique, mais aussi ce qui est important pour moi, c'est son emplacement. Ce qui est important pour moi, c'est son confort, c'est son niveau d'équipement, c'est d'avoir des espaces à l'extérieur, c'est d'avoir des voisins sympas. Je vais pouvoir grader comme ça des choses et les exprimer par 2 et ensuite partager ce que j'ai envie de partager en grand groupe. Voilà. Le fait de le faire, de proposer ce cadre-là, fait cheminer la personne pour elle-même. Donc, il y a des panachages d'activités de différentes natures, il y a de la mise à disposition aussi d'informations, on va dire, pratico-pratiques pour le passage à l'action. Donc, il y a une table avec les ressources disponibles sur le territoire pour savoir où acheter en circuit court. Alors, c'est renouvelé en fonction du thème de la séquence. Il y a aussi des outils de relevé parce que objectiver les choses, c'est intéressant. Donc, il est proposé toujours aux participants, tout est toujours proposé. La personne, elle prend ou elle ne prend pas, elle ira à son rythme, mais le cadre de conversation carbone, on lui propose des relevés de compteurs, on lui propose un journal de déplacement pour préparer la séquence mobilité, etc. Mais le message juste que je voudrais vous faire passer, c'est juste que, à condition d'être intéressé dans cette idée du changement, d'une ouverture d'accueil et d'écoute, tout le monde peut devenir facilitateur de conversation carbone. La méthode, elle est suffisamment robuste et le processus de formation, il est accompagnant aussi. Je peux ajouter quelque chose peut-être justement sur le fait que c'est accompagnant. Dans ce qu'on a mis en œuvre et dans ce que se propose l'association nationale, il y a un temps de mentorat. C'est-à-dire qu'on on est formé et ensuite on se lance. Et on se lance, mais c'est important de pouvoir débriefer, d'être accompagné quand des fois on a un doute, quand il y a quelque chose qu'on ne sait plus trop ou alors on ne se rend plus trop bien compte. Et du coup, je trouve que c'est aussi ça met aussi en confiance les facilitateurs d'avoir ce temps de recul possible et puis aussi cet accompagnement sur le fait que nous aussi en tant que facilitateurs, des fois on a besoin de prendre un pas de côté après chaque séance pour voir où on en est. Et du coup, effectivement, c'est très cadré, mais aussi pour les facilitateurs. Puis j'ajouterais aussi quelque chose par rapport en plus de tout ce qu'a dit Laure, il y a quelque chose qui joue beaucoup dans le déroulement des séances, c'est le fait que les gens sont en petits groupes. Et je l'ai dit tout à l'heure sur la confiance qui arrive comme ça, c'est assez impressionnant comme finalement des gens qui ne se connaissaient pas ou très peu, ou en tout cas sur d'autres sujets peut-être pour certains, finalement arrivent à trouver un niveau de partage qui est vraiment important et où ils se disent il va falloir que je parle de tout ça à l'extérieur, il faut que je travaille ça aussi, parce que dans ce petit groupe, c'est un endroit un peu choyé pour arriver à travailler ces questions-là et aller plus en profondeur et puis oser le faire, quoi. Donc, je trouve que c'est aussi un cadre qui est très sécurisant. C'est un cadre qui est vraiment un cadre de confiance et un cadre qui retravaille nos motivations. Je pense que c'est important. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, je me tourne vers Lolita Lubins, qui est donc maîtresse de conférence en psychologie sociale, qui est avec nous toute la journée, pour lui demander si elle peut nous décrypter un petit peu ce dispositif des conversations carbone au regard des enseignements apportés par les recherches en psychologie sociale. Et Fabienne, quels sont les leviers un petit peu des conversations carbone qui permettent de faire changer les comportements? Fabienne, là, nous, on vous a entendu super bien et je pense que je vais parler pour moi, j'adorerais entendre Lolita. Moi aussi. J'espère que le son va passer pour nous. Sinon, si elle peut se mettre exactement là où vous étiez au moment où... Oui, bien sûr. Parce que là, on vous entendait nous super bien. Sinon, on n'entendait pas la salle, mais merci beaucoup. Merci. Mais adressez-vous à la salle, hein. On a juste envie de profiter. Mais je pense que je vais parler aussi près de l'ordinateur. Je pense que le micro est sur l'ordinateur plutôt que les enceintes qu'on a là-bas. Très bien. Alors,
Pour les conversations carbone, je vais me baser sur ce que vous avez dit, mais aussi sur ce qui était noté sur les documents ou les sites internet que j'ai vus, parce qu'il y a un aspect peut-être sur lequel vous n'avez pas insisté, mais je pense qu'il paraît intéressant. Donc sur l'aspect de l'engagement, bien évidemment, le fait que ce soit en petit groupe, qu'on travaille, et puis ça a été soulevé par la salle, arriver à avoir des personnes qui viennent 6 fois 2 heures, forcément on imagine que les personnes sont bien impliquées, hein, elles sont déjà engagées à venir et à participer. Et puis il y a cet aspect aussi du... excusez-moi que je retrouve mes notes, sur j'allais dire la philosophie un peu de la conversation carbone, avec l'idée de mettre en avant des éléments positifs et le fait de pouvoir donner une image positive. D'ailleurs, j'ai vu là dans ce que vous avez présenté que vous parliez du fait d'être au croisement de l'évolution personnelle et des enjeux écologiques. Donc, je pense qu'il y a cette... Enfin, du coup, c'était une question que je me posais, à quoi ça faisait référence l'évolution personnelle. Mais en tout cas, il y avait cette idée de rester positif et d'avoir vraiment un discours qui soit positif et peut-être pas anxiogène. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu ce matin. Et bien évidemment, donner les solutions aux personnes pour agir. Donc ça paraît intéressant. Et donc dans leur quotidien, si j'ai bien compris. Et je pense qu'un des aspects aussi là qui rebondit avec ce qu'on a vu ce matin, c'est la possibilité d'être formé en fait, et vous l'avez dit, mais je pense que c'est un aspect aussi important en termes d'avoir la possibilité de faire quelque chose par la suite. C'est-à-dire que, et puis vous avez l'air de dire qu'à chaque groupe, quasiment, il y a des personnes qui veulent être formées en tant que facilitateur ou facilitatrice. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut venir répondre à notre besoin d'agir, et pas seulement au niveau individuel. Donc c'est vrai que là, il y a à la fois le fait d'être dans un petit groupe. Alors c'est des groupes restreints et on voit, on a parlé aussi ce matin des objectifs, peut-être la temporalité. C'est sûr que quand on veut former 300 personnes sur 3 ans, c'est très bien, hein, et je ne limite pas l'impact des conversations carbone, mais parfois c'est pas suffisant. Ou en tout cas, on pourrait imaginer que des personnes pourraient vouloir plus sur l'investissement, etc. Mais on voit bien que on en parlait ce matin, du temps dédié, de l'énergie dédiée, et parfois il faut donner un investissement important pour avoir un impact fort. Et je pense que cette issue de pouvoir soi-même devenir facilitateur, facilitatrice à la suite de cette formation, ça peut répondre aussi à la nécessité de vouloir faire quelque chose, de vouloir agir soi-même, et pas seulement à une échelle individuelle, et avoir l'impression qu'on peut avoir un impact au-delà de cette échelle individuelle. Donc ça aussi, je pense que ça participe et que ça répond à la volonté de gens d'aller un petit peu plus loin aussi à la suite de la conversation carbone. C'est tout ce que j'ai noté. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des réactions ou des questions à poser, Lolita, par rapport à votre projet ou au développement de votre projet? Vous adressez à nous? Oui. Ah. Je vais répondre pour nous au niveau national. Comment dire? On a du mal à faire valoir toutes les externalités positives qu'apporte la méthode. On est convaincu qu'on augmente le capital humain, la résilience territoriale par ce maillage et ce réseau et cette capacité de coopération qui se développe et le tissu de relations qui se renforce entre acteurs. On serait très preneur un jour que des chercheurs viennent jeter un regard et objectiver ça sur un territoire qui déploie dans une dynamique carbone. Parce que c'est très difficile dans les mailles des financeurs, les critères d'évaluation, de sortir des ratios quantitatifs, voilà, qui sont toujours les ratios exigés. On a vu pendant la crise de Covid qu'il y avait quand même une ressource de cette capacité à faire ensemble et de solidairement qui était quelque chose d'extrêmement précieux. Je suis convaincue que Conversation Carbone participe de ça aussi. Donc, je ne sais pas si dans tout votre programme de la journée, ces questions-là de comment est-ce que on quantifie, enfin on mesure, on évalue, c'était ça le terme que je cherchais, on évalue tout ce qui permet d'augmenter le capital humain d'un territoire. Est-ce que vous l'avez adressé ou est-ce que
vous auriez des tuyaux à nous donner pour qu'un jour quelqu'un regarde ça? Alors, c'est vraiment toute la question des indicateurs et des mesures qui est d'autant plus compliquée que pour pouvoir mesurer quelque chose, il faut avoir la volonté de le mesurer, j'allais dire. Et dans ces thématiques qui sont assez transversales et encore plus, je pense, dans les conversations carbone qui essayent de vraiment axer sur beaucoup d'aspects du mode de vie et de la vie quotidienne, c'est vrai que ça paraît compliqué de tout mesurer en fait. Il faudrait mesurer toute la vie des gens pour s'assurer qu'il y a quelque chose qui a changé à un endroit particulier du mode de vie. Donc c'est sûr que c'est pas évident et c'est pour ça que je disais que quand on veut mesurer quelque chose, il faut savoir ce qu'on veut mesurer et c'est pour ça que les indicateurs, c'est intéressant, mais c'est souvent limité et encore plus, je pense, dans des visions très transversales comme ça, parce qu'il faudrait pouvoir, je sais pas, suivre les gens 24 heures sur 24 sur leur journée pour voir comment ça se passe. Et en plus, on en parlait aussi peut-être plus pendant la pause déjeuner que ce matin, mais l'impact, il peut être aussi en différé, c'est ça aussi qui est compliqué, et c'est la même difficulté qu'on peut avoir quand on répond à un appel à projet ou quand on fait de la recherche, c'est-à-dire qu'on est censé avoir des résultats à la fin du projet de recherche, et puis parfois, on n'en a pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de résultats, ça veut dire que les choses peuvent se mettre en place à un autre moment, que là, les informations ont été prises en compte, qu'il y a eu une montée en compétences en termes de connaissances, mais au moment où on va déménager un jour, où on va avoir des enfants, où on va changer quelque chose dans sa vie, c'est là où on va changer de logement, la machine à laver va tomber en panne, on travaille sur l'énergie, et c'est à ce moment-là qu'en fait ça va se mettre en place. Mais si pendant qu'on mesure, la machine à laver ne tombe pas en panne, et on ne se rend pas compte qu'il y a un changement. Donc c'est sûr que la question des indicateurs, elle n'est pas simple du tout parce que non seulement il faut savoir ce qu'on veut mesurer, mais en plus il faut être là au moment où on peut le mesurer. Donc je suis désolée, j'ai pas de réponse, très précise à part que on peut, je pense qu'on peut quand même valoriser ou en tout cas expliciter le fait que la mesure est compliquée. Si c'est une question de réponse à des appels, je pense que ça peut être explicité ou en tout cas bien balayé en ayant quelques indicateurs, mais en expliquant bien pourquoi ça peut être compliqué aussi de mesurer correctement et que ça ne veut pas dire que c'est pas négatif. En tout cas, on est bien rodé à le faire. Moi, dans mes recherches qui sont limitées sur le temps, parfois on n'a pas de résultat, mais on essaye d'expliquer que c'est pas grave. Ou on revient plus tard pour remesurer. Peut-être je peux ajouter quelque chose? Oui, allez-y. Oui, je dirais qu'au début et à la fin, enfin au début, en tout cas avant le début des conversations carbone, on invite les participants à faire avoir un regard sur leur empreinte carbone, à faire un petit test et qu'on peut refaire plus tard. Donc ça, c'est quelque chose déjà qu'on peut effectivement mesurer quand même. Après, c'est vrai que je partage tout à fait votre point de vue sur le fait que déjà, il faut du temps. Il faut du temps pour trouver des solutions. Il faut du temps pour accepter qu'on change. Ça fait partie des schémas d'accompagnement au changement. Peut-être vous en avez parlé ce matin. Sur certaines choses, ça va très vite. Et puis sur d'autres, il faut beaucoup plus de temps, de mois, voire quelquefois d'années. Donc voilà. Et en même temps, effectivement, ce que vous disiez sur le fait que quand l'occasion se présente, on va pouvoir faire un geste. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se présente comme ça. Et là, avec le confinement qui s'est produit au milieu d'un cycle, on voit bien que justement, il y a des repères que les gens ont pu mettre en œuvre alors qu'ils n'auraient peut-être pas pu si on avait eu vraiment les 4 mois du cycle. Et puis du coup, nous, pour renforcer notre démarche, on a décidé, et on va poursuivre parce que c'est vraiment important et intéressant, d'avoir une fois par an une rencontre de territoire avec tous les participants et tous les facilitateurs, dans l'idée à la fois de faire une communauté et que cette communauté vive, mais aussi de soutenir l'engagement de chacun. Parce que quand on n'est plus ensemble, le groupe avait un fort soutien, mais quand on n'est plus ensemble, on se retrouve tout seul et c'est plus difficile quelquefois de poursuivre. Donc c'est important. Et puis, dans ce qui se mesure, qui est plus difficile à mesurer, mais je trouve qu'il est aussi important, c'est effectivement ce que disait Laure sur la diversité des réseaux et comment ils se rencontrent et comment ils travaillent ensemble. Moi, je me suis rendu compte que là, récemment, on a été sollicité pour présenter les conversations carbone. Donc, on a trouvé une petite forme un peu rapide pour présenter les choses, mais dans des milieux très différents. Et on a été surprise avec ma collègue d'être sollicité à la fois par des institutions et à la fois par des militants. Et j'ai trouvé que c'était marrant d'avoir cette rencontre d'intérêt qui venait finalement de lieux très divers et de façons de faire très différentes. Donc, je trouve qu'on peut être à la rencontre des chemins aussi avec ce dispositif. Alors justement, si une collectivité ou une association a envie de mettre en pratique les conversations carbone, il faut faire comment? On serait ravis d'échanger
avec elles, collectivités, associations, entreprises. Quand en général une association, une entreprise nous sollicite, on essaye toujours, nous, de faire lien au territoire. Donc, on les invite à prendre contact avec leurs élus, avec les techniciens, avec, voilà, pour voir s'il y a quelque chose qui accroche au niveau du territoire pour que la dynamique que peut-être ce groupe-là pourrait porter, ça s'inscrit dans une logique territoriale. Et après, de manière pragmatique, il faut penser soit une expérimentation, ça dépend en fait de ce que la collectivité ou en tout cas la structure est prête à faire. Est-ce qu'elle veut former un binôme de facilitateurs et s'essayer sur un premier cycle? Est-ce qu'elle veut d'emblée penser une dynamique territoriale et auquel cas on l'accompagne aussi à poser les jalons, les conditions, mailler le réseau, comme disait Anne-Cécile. Et puis ensuite, il y a des sessions de formation. Quand on dit formation, c'est un processus qui démarre avant les jours en présentiel et qui se poursuit par le mentorat. Donc, c'est un processus long qui met sur les rails les facilitateurs formés. Voilà. Donc, pour avoir des infos pratico-pratiques, le site Carbone et Sens. Donc, on pourra redonner les informations. Il y a les appels à manifestation d'intérêt pour les prochaines sessions de formation. Et puis, pour monter une dynamique territoriale carbone, c'est intéressant d'en parler en amont, vraiment d'échanger. Donc, il faut nous contacter. Voilà. Et puis, si vous voulez monter une dynamique territoriale, on a 2 outils qui permettent d'en savoir plus que ce qu'on vient d'échanger à l'instant. Il y a une petite émission de radio qui a été faite par Radio Campus Besançon, avec aussi un regard d'un chercheur qui est complémentaire, qui n'est pas du tout de notre territoire d'ailleurs, d'une dizaine de minutes que vous pouvez trouver sur notre site. Et puis également un webinaire qu'on avait d'ailleurs fait ensemble aussi avec l'Association nationale, où on détaillait avec des facilitateurs également de chez nous la dynamique, comment on avait monté les choses. Et il y a tout un découpage qui a été fait par Energy Cities qui est très intéressant et qui peut permettre de répondre à des questions plus précises sur le temps à y consacrer, sur les moyens financiers, etc., etc. Donc, vous pourrez retrouver le détail, voilà, s'il y a besoin pour que vous ayez plus d'éléments. Je mettrai ces infos, tous ces liens dans la synthèse que je ferai après la rencontre. Vous m'avez entendu parce que je mettrai tous les liens dans la synthèse que je ferai après la rencontre. Alors, on va, pour clôturer en fait cette séquence, Lolita va nous dire un petit mot de clôture encore. Surtout un élément que j'avais peut-être oublié tout à l'heure et dont on vient de reparler sur les facilitateurs et les facilitatrices du dispositif, parce que vous avez bien insisté sur le fait que ce n'étaient pas des experts ou des expertes du domaine, mais que c'était des personnes qu'on formait pour l'occasion, entre guillemets, enfin qui voulaient participer à ces conversations carbone et faire quelque chose. Donc, je ne sais pas si les premières personnes ont forcément assisté aux conversations carbone, ça vous l'avez pas dit, mais je n'ai pas eu l'impression que c'était toujours le cas, mais si c'est le cas. Alors non, effectivement, quand nous, on l'a expérimenté, la logique de déploiement, elle serait celle-ci. Et c'est ce qui a été amorcé au Grand Besançon, c'est que maintenant, les personnes formées sont formées en présentiel sur 2 jours et accompagnées toujours en mentorat, mais elles ont vécu les conversations carbone. Mais bien sûr, pour la première promo, ce n'était pas possible. Donc, en fait, la formation en présentiel se déroule à ce moment-là en 3 jours. Et la première journée, elle est ce qu'on appelle les CC Express. Ça permet bien évidemment de ne pas vivre un cycle in extenso, mais quand même de s'imprégner en tant que participant. Donc, on invite les futurs facilitateurs à rester pendant cette journée dans la posture de « je suis qui je suis ». Je viens comme si j'étais dans une démarche de participer à un cycle de conversation carbone et je me laisse porter sur la journée avec des séquences qui permettent de goûter et d'expliquer et de faire ressentir ce que vivront leurs participants en fait pendant le cycle. Et en général, c'est quand même une frustration pour les premiers formés de ne pas avoir eux-mêmes profité. Et il y en a qui souhaitent être participants un jour de cycle de conversation carbone. Mais voilà, la différence, c'est qu'on rajoute une journée pour permettre quand même de s'imprégner de la méthode en tant que participant avant de basculer sur la formation de facilitateur en 2 jours. Et c'est vrai que sur la posture, du coup, dont on parlait un petit peu ce matin, le fait de… Alors là, à l'inverse, on ne va pas forcément avoir plusieurs postures ou plusieurs façons de parler, parce que forcément, on va parler en tant que soi.
Mais c'est vrai que ça donne une posture certainement différente de personnes qui seraient militantes ou qui feraient partie d'associations ou qui seraient expertes sur un sujet ou un autre. Donc là, j'ai pas trop de. C'était plus une remarque parce que je pense qu'il faut voir effectivement avec le temps. Je pense qu'il y a des avantages à tous les systèmes, avoir des experts ou expertes et puis des personnes qui ne le sont pas. Mais c'est sûr que ça peut permettre pour toucher certaines personnes de ne pas avoir quelqu'un qui serait expert ou experte en face de soi. Et c'est pour ça que, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'une complémentarité des méthodes me paraît vraiment importante. C'est-à-dire que je pense que c'est bien d'avoir aussi des experts et des expertes qui interviennent et aussi des personnes qui ne le sont pas, qui interviennent. Je pense que ça peut toucher d'autres personnes de façon différente et que ça peut être intéressant. Merci beaucoup. Elle est là aussi, hein, la complémentarité, en tout cas les domaines d'expertise. Voilà. Facilité en binôme, ce n'est pas par hasard non plus aussi. C'est pour combiner les casquettes et les savoir-faire. Merci beaucoup pour votre présentation, pour les échanges, pour votre intervention, Lolita. On va clôturer la séquence. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation à vous. Je vous invite à aller sur le... Merci, bonne journée.